Bonsoir. Je pense que vous êtes au courant, la presse nous le dit tous les matins et midi et soir, nous maltraitons notre environnement. Mais nous avons aussi des problèmes de gouvernance. Je pense en particulier à la classe politique qui est en train de se radicaliser parce qu'elle est confrontée à des problèmes auxquels elle n'est pas préparée. C'est assez anxiogène, j'en conviens. Mais je vais vous proposer de regarder les choses autrement. Nous, les Européens, nous avons la possibilité d'être antifragiles. Antifragile, c'est un terme qui a été popularisé par Nassim Taleb avec un livre qui s'appelle Antifragile et que vous pouvez lire, il est très intéressant. Eh bien, imaginez que nous constituions, nous, un peuple qui est un organe vivant et cet organe reçoit un choc. Si ce choc est... Si ce choc détruit l'organe, c'est que l'organe était fragile. Si l'organe résiste, c'est qu'il est résilient. Mais si l'organe est antifragile, ça veut dire qu'il a utilisé le choc pour se réinventer. Alors, je me permets de vous faire cette proposition parce que, comme on vient de vous le dire, je suis futurologue. La futurologie, c'est la discipline qui s'intéresse au long terme en partant de l'idée que les souches de notre futur sont inscrites dans notre passé. Et donc, il y a deux branches. Une branche qui s'appelle la systémique et qui étudie des événements échus pour en tirer des corrélations et de ces corrélations pouvoir faire des simulations. Sauf que le vivant est exceptionnellement capable de se réinventer. Il est capable de se modifier très en profondeur et quelquefois de façon que nous pourrions comprendre comme inattendue. C'est d'ailleurs la seconde branche de la futurologie qui s'intéresse au processus d'évolution du vivant et en particulier des civilisations. La branche cybernéticienne, elle s'appelle cybernéticienne parce que cyber en grec, ça veut dire le gouvernail. Alors, je vous propose de comprendre la situation que nous vivons en ayant recours à la compréhension de comment évolue un organe vivant. Alors, je vais simplifier un peu les processus parce que sinon, on en prendrait pour trop long. Le plus petit organe vivant sur Terre, c'est une petite cellule, comme un plus gros, l'humanité tout entière, organe, est doué d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la fonction qui permet d'assurer la stabilité à l'organe pour qu'il n'invente pas l'eau chaude tous les matins. Et voilà. Mais cette fonction est également capable de détecter des dangers ou des opportunités qui vont nécessiter des adaptations. Eh bien, si tel est le cas, l'organe se met en mode vicariance. Dans l'entreprise, on dirait essai-erreur. C'est-à-dire qu'elle se met à essayer d'innover, elle fait des tests, voilà. C'est une période qui est en général assez exubérante. Et puis, au bout d'un moment, une solution a été trouvée, on l'adopte. Et donc, l'organe se met en mode simplexité. Cette fonction consiste à revoir tous les processus en intégrant les innovations, mais en conservant quand même la mémoire de ce qui a permis d'arriver jusque là où on est arrivé. Alors maintenant, je vous propose de considérer que nous, les Européens, mais plus ou moins l'humanité, nous sommes en train de terminer la sédentarisation, dont le dernier chapitre aura été l'ère industrielle. L'Europe étant le berceau de l'ère industrielle, nous sommes les premiers à être confrontés à cette réalité.
Nous devons donc innover par nous-mêmes. La sédentarisation, elle commence, chacun a son chiffre en tête, on va dire 6 000 ans. En 6 000 ans, l'homme invente un vivre ensemble qui est différent de celui de l'époque précédente, et qui était l'époque dite nomade. Eh bien, en 6 000 ans, l'homme invente une nouvelle façon de vivre parce qu'il veut travailler les métaux et il veut construire des monuments pharaoniques. Et donc, il s'agglutine dans les villes, il invente le mode hiérarchique qui remplace l'intelligence collective. Dans les tribus, on fonctionnait plus en mode intelligence collective. Il invente deux notions qui posent des problèmes non résolus, c'est-à-dire la propriété et la rente. Et puis, il invente l'agriculture, c'est-à-dire qu'il essaye de dompter la nature pour qu'elle donne au pied de chez lui tout ce dont il a besoin. Et tout récemment, il se met à maîtriser l'énergie de mieux en mieux, et il fabrique même des machines capables de le remplacer dans les tâches productives. Mais surtout, il développe le capitalisme industriel et le pacte social qui va avec. Sauf que ce capitalisme repose sur l'idée d'une croissance infinie dans un monde fini. Ça ne marche pas. C'est-à-dire ça marche un temps, mais au bout d'un moment, ça ne fait plus. Donc on a un problème. Alors, si on considère que l'ère industrielle a été la période de vicariance, et d'ailleurs une vicariance plutôt joyeuse, exubérante, parce qu'une très grande part de l'humanité en a profité, eh bien, on peut considérer que nous rentrons dans une période de simplexité. Eh bien, c'est précisément ce que veulent faire les générations montantes. Nous pouvons rassurer nous. Ils veulent rationaliser la manière de produire et de consommer. Sauf que ce choix, qui semble une évidence sans retour d'ailleurs, eh bien, elle nous impose d'aller vers un autre pacte social. L'idée clé, c'est que nous avons compris que nous ne pouvons pas dompter la nature. Nous pouvons composer avec elle. Et d'ailleurs, quand on se met à composer avec elle, on a des bien meilleurs résultats. Sauf que pour composer avec le vivant, il faut aller vers des organisations beaucoup plus complexes. Et donc, forcément, nous devons réinventer l'intelligence collective. Nos entreprises et nos institutions n'ont plus besoin, ou de moins en moins besoin, d'une main-d'œuvre abondante. Elles ont besoin de cerveaux d'œuvre au plus haut niveau de leur potentiel. Et donc, il faut que nous développions un modèle de société qui favorise le renouvellement permanent de nos concitoyens et la qualité de leur vivre ensemble. Eh bien, nous savons le faire en abandonnant le mode hiérarchique. Nous le faisons déjà dans nos entreprises, dans nos associations. Progressivement, on va les voir arriver dans nos institutions. Il s'agit de faire en sorte que, bien sûr, le manager est toujours celui qui donne la direction, mais il devient un facilitateur parce que nous allons dans des organisations dans lesquelles nous avons besoin d'experts, de créatifs, toutes sortes de profils qui se mettent en interaction les uns avec les autres, et nous avons la possibilité d'être tous tour à tour le client et le fournisseur de quelqu'un. C'est pour ça que le mode hiérarchique ne fonctionne plus. Alors, du coup, le mode de société que nous avons et que nous avons hérité des Romains, du temps des Romains, il y avait en gros deux classes sociales. Une qui s'appelait l'otium,
et qui avait la possibilité de consacrer le plus clair de son temps à se dépasser de sa condition humaine. Et puis une autre part de la population, l'essentiel d'ailleurs, qui était dans le négotium, d'où le mot négoce, et qui produisait des biens et des services pour l'ensemble de la population. Si nous allons vers un modèle de société où nous avons besoin de toutes les formes de talent, de tous les profils, de toutes les formes d'intelligence, nous ne pouvons plus avoir une organisation de la société en classe, parce que la nature, quand elle fait venir un petit bébé, elle ne se préoccupe pas de savoir dans quelle classe sociale il va naître et lui attribuer les dons qui vont être bons pour sa classe sociale. Tout est distribué de partout. Donc, nous devons aller vers un autre modèle de société. Le mot économie désigne la manière dont une communauté partage la valeur qu'elle crée pour elle-même. Si nos processus de création de valeur évoluent, il va bien falloir que notre pensée économique évolue. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Certes, nous savons récompenser les contributions de nos concitoyens qui s'investissent dans ce qu'on appelle l'économie productive. L'économie productive, c'est celle du négotium, c'est-à-dire celle qui produit des biens et des services pour la communauté. Et d'ailleurs, nous savons récompenser les gens qui s'investissent dans cette activité, tout simplement en leur versant des émoluments sous différentes formes. Et puis, il y a une deuxième facette dans l'économie qui s'appelle l'économie contributive et qui est celle dans laquelle nous développons la qualité du vivre ensemble. C'est le temps que nous consacrons à la famille, au savoir, à la démocratie, à la spiritualité, aux résolutions de conflits. Eh bien, cette économie, elle existe, forcément. Nous la finançons avec des impôts et des taxes, éventuellement des dons. Et comme ça ne suffit pas, eh bien tout le reste est laissé au bon vouloir des citoyens à travers le bénévolat et le volontariat. Or, si l'économie contributive devient notre source de prospérité, parce que c'est avec elle que nous allons avoir une économie productive plus rationnelle, plus proche de la nature, il va bien falloir trouver une manière de permettre aux citoyens de s'engager dans la vie de la cité. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ils veulent le faire. Les générations montantes veulent s'engager dans la vie de la cité. Mais encore faut-il qu'ils puissent trouver des institutions qui ne les regardent pas comme des assujettis, mais qui, au contraire, se comportent comme les managers, c'est-à-dire des facilitateurs, tout en veillant à ce que les contributions se fassent dans une certaine cohérence. Si nous arrivons à faire ça, eh bien, il va falloir que nous inventions la manière de récompenser les citoyens qui s'engagent dans cette forme de création de valeur. D'ailleurs, de toute façon, on va bien être obligé. Et vous allez voir pourquoi. Parce que la phase de rationalisation dans laquelle nous sommes engagés, c'est une rationalisation qui fait que nous avons tendance à consommer moins mais mieux, nous produisons moins mais mieux, ce qui fait que les volumes baissent. Comme nous sommes plus efficaces, les prix baissent, donc la fiscalité diminue et accessoirement l'emploi aussi diminue. Donc nous nous retrouvons avec des États qui se trouvent à avoir à servir une qualité du vivre ensemble qui n'arrête pas de coûter plus cher, toujours plus cher, et une fiscalité qui ne couvre pas. Donc ça coince, et c'est ça qui nous déclenche les crises de radicalisation en politique que nous avons, puisque les politiques, ils sont obligés d'essayer de faire avec le modèle dans lequel ils évoluent. Alors, nous devons donc inventer une économie qui soit capable de mettre en synergie l'économie productive et l'économie contributive. Je vous dis tout de suite, ça fait 30 ans que je travaille dessus, c'est pas gagné parce que il faut vraiment sortir du cadre pour y arriver. Opportunément, les monnaies deviennent numériques. Malheureusement,
Les gens qui s'occupent de la numérisation des monnaies ont des pensées guerrières. Ils veulent faire des monnaies hégémoniques. Je crois qu'on passe à côté de l'essentiel, parce que ces technologies que nous utilisons, c'est tout simplement la blockchain. Et avec la blockchain, nous pouvons imaginer des monnaies qui récompensent toutes sortes de créations de valeur. Donc nous pouvons, si nous nous en donnons la peine, de résoudre ce problème. Nous pouvons même, en réalité, aller encore plus vite. Je m'explique. La même technologie blockchain est utilisée pour tokeniser la finance. Rebelote, ce sont les géants de la finance qui s'en préoccupent et évidemment, ils utilisent la blockchain pour développer leur puissance. Mais en réalité, la tokenisation de la finance, c'est la possibilité que nous avons de réaiguiller l'épargne réelle vers l'économie réelle en développant une économie qui va du bas vers le haut et non plus le contraire. Si on y regarde de plus près, nous avons donc la possibilité d'imaginer une forme de gouvernance qui est pratiquement l'inverse de celle que nous avons actuellement. C'est-à-dire une gouvernance qui va être ascendante, du local vers le global, et une gouvernance qui accepte que chaque bulle économique, module, nodule, vous mettez le mot que vous voulez, et son propre mode de fonctionnement. La seule chose qu'on lui demande, c'est d'être interopérable avec les autres modules, de proche en proche, en allant toujours du local vers le global. Donc finalement, si on résume, jusqu'à maintenant, on a su défendre nos terres. Je reviens sur la sédentarisation. On a su défendre nos terres, on a su défendre nos valeurs, on a su défendre notre commerce. Et bien maintenant, il faut que nous développions la manière de défendre notre patrimoine humain pour que, à son tour, il développe de manière intelligente des bonnes relations avec la nature. Je vous remercie.